Guy Vandal est l'auteur du livre « Survivants de l'ombre ». Il relate les faits qui ont mené son meilleur ami, Martin Godin de Saint-Isidore-en-Beauce, à effectuer un épouvantable carnage. Le 1er février 2014, Martin Godin tuera 4 de ses proches avant de s'enlever la vie. Guy est traumatisé par les gestes dramatiques de son ami et en fait une grosse dépression. Voici l'extraordinaire histoire de Guy Vandal. Moi, je suis originaire de Gifford à Beauport et j'ai grandi là. Vers l'âge de 8-9 ans, j'étais témoin d'un accident d'un jeune enfant qui s'est fait renverser par une automobile. Alors, les jours suivants, j'ai eu beaucoup de nuits blanches, j'ai fait des cauchemars. Fait que ça m'a amené beaucoup de traumatismes que j'ai traîné très longtemps. Un peu plus tard, à la polyvalente Samuel de Champlain, j'ai fait la rencontre de Martin Godin. Et j'ai aimé tout de suite ce gars-là parce qu'il était très dynamique, très drôle. Il savait nous faire rire, il savait même des fois nous émouvoir. Et c'est ainsi que, on s'est intéressé aux mêmes choses. On allait à la chasse, à la pêche, on faisait toutes sortes du trapage. On faisait toutes sortes de choses ensemble. Puis c'était vraiment un bon moment pour nous autres. Là. Puis on a grandi à travers ça avec toutes sortes d'aventures qu'on a vécues au service de loisirs comme moniteur. Et même là, il arrivait encore toujours des choses cocasses parce que c'était un gaffeur né. Alors, des gaffes, il y en a fait une puis une autre. Puis on a ri à en broyer tellement que c'était drôle. Alors, à l'âge de 20 ans, une autre grosse épreuve vient me frapper alors qu'on était dans le temps des fêtes. On allait faire du ski de randonnée avec mon père. Alors, mon père fait un infarctus, s'est écroulé à côté de moi. Et il en est décédé, il n'y a pas eu moyen de le réanimer. Et ce qui a rajouté au traumatisme, je trouve, c'est qu'en plus, il a fallu que je l'annonce à ma mère après. C'est la pire chose qui peut nous arriver, je pense, d'annoncer à sa mère que son mari vient de partir. Alors, ça a été vraiment un autre gros traumatisme dans ma vie. Alors, en 1982, je me suis marié avec mon épouse Joanne et on a eu 3 beaux enfants qui nous ont donné à leur tour 4 beaux petits-enfants. Et pendant ce temps-là, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. Et c'est ça, la vie a continué. On a déménagé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, où on demeure encore, et on est bien heureux d'être là. Pendant ce temps-là, mon ami Martin a rencontré une femme avec qui il a eu un enfant. Et comme il ne voulait pas s'investir dans la paternité, et il nous a demandé à des amis et à moi de prendre soin de l'enfant et de la mère, le soustrayant du même coup de ses responsabilités. Alors ça a fait que ça a créé un foie entre nous et on a été 2 à 3 ans sans se parler. Il ne pouvait concevoir son rôle de père avec toutes les responsabilités que la fonction commande. Cette période fut celle où son degré de dangerosité frôla, à mon humble avis, celui du drame qui nous préoccupe. J'ai dû prendre certaines mesures pour assurer la protection de la mère et sa fille. Il a fallu quelques années avant qu'il ne reconnaisse sa responsabilité et qu'il accepte enfin la situation. Quand notre amitié a refait surface, Martin a entre-temps connu une femme qui a projeté de se marier avec. Alors moi, je me suis opposé à ce mariage-là et j'y avais dit que je n'étais pas d'accord parce que j'avais peur qu'elle rende malheureuse, de par ses bébites à lui qui n'étaient pas guéries. Alors il pensait qu'il pouvait s'auto-guérir avec le temps. Alors moi, j'étais sûr que ça finirait par une catastrophe, un de ces jours, sans avertissement. Et j'ai malheureusement eu raison. Ceux qui l'ont vraiment connu savent que le mot générosité est probablement celui qui le définit le mieux, dans tous les sens du terme. Il ne se lassait pas de gâter son monde, de venir en aide à quelqu'un dans le besoin, que ce soit psychologiquement, monétairement, etc.
Martin et Guy ont toujours du plaisir ensemble. Ils partagent leurs connaissances, ils vont à la chasse, à la pêche, et ils ont de longues conversations. Martin est intrépide et impulsif, alors que Guy a plus de retenue. Ils ont quelque chose en commun, la foi. OK. Entre-temps, Martin développe une foi que je partage moi-même. Disons que lui, c'était un intensif extrême, tandis que moi, j'étais un petit peu plus posé, un petit peu plus low profile, sans être moins actif. Fait que, entre-temps aussi, il a travaillé comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence pour handicapés. Et il était très aimé à cet endroit-là. Parallèlement, Martin Godin débute un élevage de chiens à Saint-Isidore-de-Beauce, l'endroit où il demeure. Comme il n'a pas de demi-mesure, il élève 4 ou 5 races et va jusqu'à garder 70 animaux. Et parallèlement à ça, il s'est parti un chenil, mais qui est devenu très vite quasiment une usine à chiots. C'est vraiment le vrai nom, parce que ça lui a demandé beaucoup de temps. Il a lâché son emploi aux handicapés et il s'est donné à plein temps dans son usine de chiens. Et ça, jusqu'à sa mort. J'ai été témoin de plusieurs familles venant chercher leurs chiens avec joie, le bonheur et la satisfaction. Il n'était pas l'éleveur le plus chérant, mais il en donnait à ses clients pour leur argent. Il avait un grand souci du service à la clientèle. Tout n'était pas parfait, loin de là. Son honnêteté ne pouvait cependant être mise en cause. Dans un moment de sa vie, il a décidé de s'impliquer comme bénévole dans un organisme communautaire. Et il y a eu des tensions entre lui et une personne à l'intérieur. Alors, ça a fait en sorte que, il a été obligé de s'en aller. C'était une question de survie, là. Et ça a été une grande déception dans sa vie. Parce que là, si on peut appeler ça de même, la débandade a commencé là. C'est là qu'il a commencé à descendre, à s'embarquer dans une spirale destructive. Le soir, il allait voir ses chiots au chenil, ses chiens aussi, mais surtout les chiots, parce qu'il y avait souvent des problèmes de maladie avec eux autres. Puis, il prenait du pot, il prenait de la boisson. Ça pouvait durer jusqu'aux petites heures du matin. Puis, durant le jour, monsieur, il dormait naturellement parce qu'il n'avait pas dormi beaucoup la nuit. Puis ça venait interférer un peu avec l'horaire de travail de son épouse, qui, elle, travaillait par moments de jour et par moments de nuit. Alors, ils se sont vite perdus de vue là-dedans. Même sa foi en a pris un coup, là, parce que il commençait tranquillement, pas vite, à interpréter des choses, puis à dénaturer les choses telles qu'elles étaient. Alors, tout ça additionné ensemble, ça a descendu jusqu'au moment du drame qu'on connaît maintenant. Alors, il faut dire que Martin est quelqu'un de particulièrement possessif et jaloux. N'étant pas lui-même un modèle de vertu, son épouse se met un peu plus à sortir de son côté, de son bord. Et c'est ce qui l'a amené à rencontrer Benoît, qui est le voisin de chalet où elle-même avait le chalet familial. Alors, c'est quelque chose qui a amené Martin à douter à un moment donné, parce qu'il a même fait faire une espèce d'enquête sur les appels téléphoniques. Et il a commencé à douter qu'il y avait sérieusement quelque chose en dessous. Fait qu'à ce moment-là,
Même sa jeune fille, durant la semaine précédant le drame, sa jeune fille, il a dit « Papa, maman, elle a vraiment quelqu'un dans sa vie. » Alors, c'est quelque chose qui l'a mis dans une colère noire où déjà là, il commençait à plus se posséder, si on peut dire. OK, moi, je suis animateur de pastoral dans la même école que sa fille aînée va. Alors, le vendredi précédent le drame, j'apprends d'une de ses amies qui était séparée. Alors, je me suis dit, il faut que je l'appelle, puis ça presse, parce que ça ne doit pas être beau. Effectivement, c'était pas beau. On a parlé pendant 2 heures de temps de tout ce qui entourait cette histoire-là. Puis, je crois l'avoir calmé, mais il y a un doute qui persiste en moi. Puis, Lors de notre dernière conversation, il n'avait pas le goût de rigoler, je peux vous l'assurer. Il parlait beaucoup et vite, dans un ton passablement posé cependant. Entre ces phrases, je percevais clairement sa respiration saccadée. Son univers venait de s'effondrer dramatiquement. Il ne voyait pas de lumière au bout du tunnel malgré un mince espoir. Le lendemain, j'étais supposé aller le rejoindre, mais j'ai eu un empêchement majeur, alors je n'ai pas pu y aller. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Vers 20 heures, le soir du drame, dans un état de rage, amplifié probablement par la boisson et la drogue, Martin se rend avec un fusil de chasse de calibre 16 à Sainte-Croix de Lobinière. Alors, Martin s'est rendu au chalet à Sainte-Croix de Lobinière. Alors, Nancy et Benoît étaient dehors. Alors, quand Nancy a vu Martin, naturellement, elle a fait le 911 tout de suite. Pendant ce temps-là, Martin, il a pointé l'arme vers elle, il l'a abattu tout de suite. Après ça, il a abattu Benoît, qui a achevé à coups de crosse de fusil. Et a pris son fusil, il l'a tiré au bout de ses bras dans la neige. Et il est retourné chez eux probablement assez vite, là. De retour à sa résidence, 2 de ses 3 filles y sont. À 22h30, elles sont toujours à chatter à l'ordinateur avec leurs amis. À minuit 15, Martin appelle un ami pour lui dire que c'est fini. Tout le monde s'en va au ciel. Alors, on sait par après l'enquête avec quoi ça s'est fait avec l'arme, mais on sait qu'il a tiré il les a tués tous les 2 d'une balle en arrière de la tête. Puis il les a étendus sur le lit familial. Puis lui s'est installé entre les 2, puis il s'est donné le coup qui allait mettre fin à ses jours une vingtaine de jours plus tard. Je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse tirer délibérément sur quelqu'un. Ça ne passe pas dans mon cerveau. Il est parfaitement conscient de la spirale maléfique dans laquelle il s'est immiscé. En même temps, il n'est plus dans la réalité des gens normaux, mais dans la sienne, celle de la noirceur. Lorsque les intervenants policiers et médicaux arrivent sur place, Martin est toujours vivant. Il survit pendant 3 semaines dans un piteux état. Sa chambre est surveillée par un policier de la SQ et beaucoup de journalistes rôdent autour. Le drame s'est donc produit le 1er février 2014. Il s'est raté, comme de raison. Fait que il s'est ramassé à l'hôpital pendant une vingtaine de jours. Alors moi, le lendemain, je l'ai appris par un de mes amis qui m'a téléphoné, qui avait vu ça dans le journal puis à la télévision. Il me dit ça, j'ai reçu ça comme un 2x4 en pleine figure. Je pense que ça n'aurait pas été pire si... Au-delà, la vie sur terre, loin des sources d'eau au goût amer, merveilleuse créature qui t'attend sur ta blanche monture, rien ne pourra au grand jamais nous séparer. Que lui, après on a raccroché, je raconte ça à ma femme, à ma fille, puis à mes autres enfants aussi. Et on peut dire que dès ce moment-là, le traumatisme a commencé du fait que je me sentais extrêmement coupable de ne pas avoir vu venir ce coup-là, de ne pas l'avoir vu aller, de ne pas l'avoir senti. On peut certainement dire qu'on veut tuer quelqu'un, mais de là à passer aux actes, là, je pensais jamais. Alors, c'est ça qui a fait en sorte que, vu que je ne l'ai pas détecté, je me suis senti extrêmement coupable
la situation. Chez un bon nombre de gens, un long deuil débutait. Un processus douloureux s'amorçait pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Je qualifie le deuil d'impossible au sens où je ne peux évoquer le nom de mon ami sans me rappeler qu'il a terminé sa vie en meurtrier. Cette douleur s'apparentant à une brûlure omniprésente et je ne peux en apaiser la souffrance en cet instant. Après avoir été témoin du décès de l'enfant sous l'auto et la mort subite de son père, pour Guy Vandal, il est surréaliste de réaliser qu'il doit maintenant vivre avec en tête le massacre et le suicide accompli par son ami. De plus, il se doute bien que s'il avait pu se présenter au rendez-vous prévu avec Martin Godin ce soir-là, lui-même ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Même chose pour la troisième fille de Godin, elle aussi absente. Le lundi suivant, je suis retourné à l'école. J'avais beaucoup de misère à regarder les étudiants, surtout ceux-là du niveau de sa fille aînée. Je me sentais comme un intrus dans l'école. Je me sentais comme quelqu'un, comme un traître, l'ami du gars qui a tué les filles. Puis dans l'école, c'était pas beau à voir. Puis quelques jours plus tard, je suis allé le voir à l'hôpital, puis je peux vous dire que j'avais vraiment pas de pitié pour ce gars-là. Il avait beau être intubé de partout. J'y ai quand même dit ma façon de penser. J'ai eu le temps d'être assez vindicatif à son endroit parce que ça me rentrait toujours pas dans la tête. Puis pour moi, être en face d'un meurtrier, c'était quelque chose de surréaliste. Ça nous arrive pas souvent dans une vie, puis j'espère que c'était la dernière fois. Mais c'était vraiment, ça aussi, c'était très traumatisant. Je me suis rendu à l'hôpital avec une certaine appréhension. J'avançais dans l'inconnu. Je ne savais vraiment pas ce que je pourrais lui dire. J'allais rendre visite à quelqu'un qui, s'il survivait, aurait une attention médiatique énorme. J'allais rencontrer un meurtrier contre qui j'aurais à témoigner le cas échéant. Je me rendais au chevet de mon meilleur ami. Mes émotions étaient à fleur de peau et mélangées. Elles allaient dans toutes les directions, tel un feu roulant de balles de ping-pong à l'intérieur d'un perpétuel mouvement de revolte. Alors, entre-temps, on a pris connaissance de l'existence d'une lettre. Alors, j'ai pu la voir, la lire. Et c'est sûr qu'en lisant ça, je me suis aperçu que c'était un gros délire religieux. C'était un gros délire. Ça n'avait même pas de sens avec ce que lui-même m'avait déjà parlé, puis ce que lui-même, prêchait, entre guillemets. Alors, c'était bien plus un mélange de médicaments, d'antidépresseurs, de drogue, puis d'alcool, puis avec son caractère qui était en dents de scie. C'est tout un mélange de ça qui a fait en sorte que c'est devenu explosif, puis qui en est venu où ce qui en est venu. Alors, c'est ça. Fait que la lettre nous a rien appris, elle nous a rien confirmé ce qu'on savait déjà. Ce qui était profondément malade, profondément dépressif. Ce qu'on apprend, entre autres, dans la lettre, c'est qu'il n'acceptait pas naturellement que son épouse l'ait trompé et que, de fait, il y avait eu adultère alors que lui, il décidait que c'était lui qui allait le punir, cet adultère-là, en se prenant pour Dieu délibérément. Puis ça n'avait aucun sens, finalement, parce qu'à l'autre bout, il croyait qu'il allait s'arranger avec Dieu selon son amour, sa bonté. Et ça n'a aucun rapport avec aucun principe du christianisme, finalement. Je me sentais submergé dans cette histoire de fou, me demandant si j'en sortirais un jour. Les dernières années n'ont pas été les plus faciles de ma vie. J'ai perdu un emploi, j'ai cessé de consommer de l'alcool, la dépression est venue faire son tour, j'ai songé sérieusement au suicide. Et comme si c'était insuffisant, cette tuerie qui m'explose en pleine figure. L'alignement des planètes, diraient certains, était parfait pour que je retombe dans l'alcool. Mais par la grâce divine, j'ai su résister aux envahisseurs. Moi, naturellement, j'allais pas bien. Ça m'a pris presque, 2 ans. Et
J'étais déjà en thérapie avec une psychologue que Martin lui-même m'avait référée parce que ça allait pas bien. J'avais toutes sortes de pensées dans la tête à ce moment-là. Et quand le drame est arrivé, naturellement, j'ai continué. Et ma psychologue, qui est Sonia, m'a encouragé beaucoup à écrire ce que je ressentais. Puis elle regardait ça après coup. Et à force d'écrire comme ça, ben, elle s'est aperçue, de la façon dont c'est écrit, sais-tu, ça pourrait possiblement devenir un livre. Alors, en moi-même, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je me suis mis à écrire, puis ça déboulait tout seul, là. Il faut dire en partant que moi, j'écris seulement qu'avec 2 doigts, mais ça y allait à 2 doigts. Ça allait vite. Puis, fait que j'ai écrit, puis j'ai commencé à mettre de l'ordre dans les chapitres, puis je me suis ramassé avec quasiment 250-300 pages de toute cette aventure-là. Et j'ai fait un tri, et c'est devenu le livre Survivants de l'ombre. Règle générale, nos vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Me voilà amputé d'un précieux doigt. Les membres du club sélect de ces vrais amis sont envahis par un immense chagrin dans un fleuve d'incompréhension. La franche amitié est constituée de lois non écrites qui ne bonifient d'aucune façon le meurtre, mais qui s'animent dans une loyauté réciproque avec certaines limites cependant. Ces limites, il les a franchies malheureusement. Les écorchures d'une telle violation et le questionnement subséquent sont partie intégrante de l'héritage qu'il m'a laissé. Alors, aujourd'hui, après 7 ans, je me considère, puis je le sens comme ça, que je suis profondément en paix avec ça. Je ne pouvais absolument rien faire. Je ne pouvais rien éviter. Je ne pouvais rien deviner. Puis je prends conscience aussi de l'importance qu'on doit avoir au sens d'en faire plus que d'en faire moins. C'est-à-dire que si on a des doutes sur quelqu'un, sur quelque chose, un événement peut mal virer, c'est mieux de faire un appel, quitte que ce soit rien de grave, mais c'est mieux de faire ce genre d'appel-là que de faire un appel 911 pour venir ramasser des cadavres. Là. Comprenez-vous? C'est vraiment comme ça que je le sens. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se taire. La loi du silence, il faut que ça tombe. Il faut parler une fois pour toutes, puis il ne faut pas avoir peur de dénoncer quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Guy Vandal est passionné par la nature, la musique et l'écriture. Il est musicien, compositeur et chanteur. Il vient de terminer 3 romans qui seront publiés prochainement. Il est aussi l'auteur du site web Les Petites Nouvelles. Il vit maintenant en paix et heureux. Il travaille à temps partiel pour une maison funéraire. Naturellement, il entretient une grande compassion envers les endeuillés. Homme résilient et au grand cœur, son histoire est aujourd'hui gravée à jamais. C'est ça la vie.